Merci beaucoup pour votre attention. Le pote, 10 ans après, excusez-moi. Le pote, c'est une histoire de copains, de potes. Vous avez ici la photo du meeting de 2005 de l'EBC, premier meeting à Bordeaux. Vous voyez un certain nombre de jeunes cardiologues interventionnels, Didier Carrier, Thierry Lefebvre et d'autres, et Yves Louvard. En 2005, on a créé avec Yves et Thierry l'EBC, ce qui était une excellente chose pour la bifurcation. Et en 2005, vous voyez qu'il y a un autre cardiologue interventionnel, entre autres, après le premier français ici, qui s'appelle Gérard Finet, qui nous a présenté une étude en cours à l'époque, qui traitait de la loi fractale, alors avec des diapositives pleines de formules mathématiques que personne n'a absolument compris, mais qui, en gros, disait que dans la bifurcation, il y avait une relation fixe et constante entre le segment proximal des bifurcations et la branche side et la main distale. Je pense que cette communication de Gérard Finet a fait date et est très importante pour tout ce qui suit dans la cardiologie interventionnelle. Et vous voyez qu'en 2005, donc après cette communication, il a publié, et après une étude clinique en IVUS, un papier dans EuroIntervention de 2008 qui également a fait date avec cette formule que tout le monde connaît désormais de relation fixe et constante entre la branche proximale et le diamètre distal des branches de bifurcation. Suite à cette communication, l'idée a tourné dans notre tête de Jean-Louis Desmaries et moi, et non pas seulement moi, et nous avons imaginé une technique qui s'appelait à l'époque la Schlung. Nous avons des communications téléphoniques constantes avec Thierry Lefebvre, je ne sais pas où est-ce qu'il est, il est là, parce qu'on s'est aperçu, suite à la communication de Gérard Finet, que lorsqu'on post-dilatait avec le ballon du stent sur le segment proximal d'une bifurcation, eh bien, on refranchissait beaucoup plus facilement la maille distale des stents mis en place en retirant le guide donc, de la branche principale, et ce guide-là tombait systématiquement, on dira, dans la side branch beaucoup plus facilement qu'auparavant. Et en tombant, on l'entendait, il faisait schlung. Donc on l'appelait la technique la schlung. Et puis au final, Thierry m'a dit, schlung, c'est pas très commercial, entre guillemets, comme nom. Donc on a choisi le pote, je suis désolé, mais c'est à cause de Thierry. Donc le pote est né en 2006 suite à des bancs d'essai sur des bancs qui n'étaient pas vraiment tout à fait aboutis à l'époque. Et on s'est aperçu donc, pour arrêter avec les plaisanteries, mais qui sont la réalité de la technique, on gonflait un ballon à des tailles, comme vous connaissez, adaptées au segment proximal de la bifurcation. On s'apercevait qu'en fait, on élargissait la branche distale des stents sur la bifurcation. On a posé beaucoup mieux le segment proximal et on refranchissait du coup beaucoup mieux la side branch avec un refranchissement distal avec le guide ici qui était retiré de la branche principale. De là est né le pote. Aujourd'hui, donc 2016, le banc d'essai était 2006. 2016, donc 10 ans plus tard, eh bien, dans les recommandations entre guillemets de l'EBC, 11e consensus de 2016, Jeff Lassen écrivait « Le pote est considéré comme une étape standard aujourd'hui dans le traitement des lésions de bifurcation tout venant, je dirais. » Alors, effectivement, le pote aujourd'hui, pour nous, bon, je l'espère pour vous aussi, fait partie de la 3e étape, et ça c'est un papier de Thierry et de son équipe de 2016, donc, fait partie
du standard du traitement des bifurcations, et c'est la troisième étape après la mise en place du stent. Immédiatement, vous avez un POT, quelle que soit la technique de bifurcation adoptée, et notamment dans 95% des cas, le provisional T-stenting. Alors, il peut faire partie, et uniquement partie, de la seule étape lorsque la branche fille n'est pas concernée par la bifurcation, enfin, est concernée mais n'est pas lésée, donc il y a un zéro en termes de lésion sur la branche fille. Et là, on peut se contenter uniquement du POT final, sans traiter la branche side, dans un esprit de Nordic 3, lésion inférieure à 50% en post-traitement, post-stenting de la branche main, et sans retard de flux sur cette branche collatérale. Le POT, donc, est l'étape finale de traitement. On sait qu'avec un POT, on élargit la cellule, on a un flux qui est normal sur la branche side et une imposition qui est normale sur la branche main. Alors, Gérard a beaucoup travaillé sur des bancs beaucoup plus sophistiqués par la suite, et les travaux de Gérard et de son équipe, et notamment de François Derimet, sont essentiels dans les publications qui ont eu lieu en 2015 et en 2016. Le POT favorise donc une bonne apposition, ça a été montré sur banc, avec un diamètre de stent qui est adapté après POT au segment proximal de la bifurcation. Il diminue l'obstruction de la side branch, l'obstruction de strut au niveau de la side branch de façon significative par rapport au non-POT, et il conserve le caractère circulaire du segment proximal de chaque bifurcation. Lorsque la branche fille est malade, ou qu'il faut la traiter, ou qu'il faut faire un kissing ou autre, ce que vous voulez, mais le POT rentre aussi dans le schéma thérapeutique, que ce soit avant kissing ballon, voire même après kissing ballon pour finir le travail, entre guillemets, sur les lésions de bifurcation. Il intervient aussi dans un schéma thérapeutique qui s'appelle le POT-side-POT ou le RIPOT, comme l'a décrit Gérard. Et là, vous avez deux POT, un POT proximal dans la troisième étape, comme toujours, et un POT final après prédilatation de la side branch. Alors, que nous a enseigné les essais sur bancs plus sophistiqués de Gérard, notamment des bancs fractales avec un segment proximal qui est adapté à chaque bifurcation? Eh bien, Gérard, avec un nombre de stents, avec à peu près tous les stents du marché, a étudié trois caractères principaux. Le caractère elliptoïde ou non du segment proximal, la malapposition du segment proximal et le pourcentage d'obstruction de strut. Et vous voyez que dans tous les schémas thérapeutiques que l'on peut réaliser dans notre pratique quotidienne, que l'on fasse un kissing sans rien du tout, c'est la plus mauvaise solution pour tous ces caractères analysés, ou que l'on fasse un POT et un kissing, un POT, une dilatation de la side branch, ou un POT et un POT final. Vous voyez que les caractéristiques de cette analyse sont différents, et on constate notamment que l'obstruction distale, la malapposition du segment proximal sont considérablement améliorées par le POT, voire par le POT final dans la séquence POT-side-POT. Ceci est indiscutable sur le banc d'essai. Alors, je suis assez heureux, au final, 10 ans après, de vous montrer cette diapositive et celle qui suit de Gwon. Gwon est un Coréen qui tient le registre coréen de bifurcation qui s'appelle COBIS. Je pense que quand on s'intéresse à la bifurcation, tout le monde connaît ce registre COBIS coréen qui date de 2004. Il y a eu COBIS 1 puis COBIS 2. Gwon est contrairement... On lui a demandé à l'EBC de nous
faire une sous-étude au dernier EBC de COBIS 2, incluant le POT. Son registre est un registre de score matching population d'une population de 1900 bifurcations. Et vous voyez que 204 de cette population matchée ont eu un POT dans son registre et 665 n'ont pas eu de POT. Et en termes de résultats cliniques, eh bien, il y a une différence qui est hautement significative sur les patients qui ont eu un POT par rapport à ceux qui n'en ont pas eu, essentiellement sur les MACE, et principalement en raison d'une nette diminution du TLR sur la bifurcation chez les patients qui ont bénéficié d'un POT. Et lorsqu'on analyse une courbe de survie à 3 ans, eh bien, on s'aperçoit que sur le TLR, la différence se maintient à 3 ans et par rapport à une population qui n'a pas eu de POT sur ce registre coréen, avec une différence qui est nettement significative. Donc, on savait que le POT nous aidait au quotidien pour le refranchissement de la maille distale, facilitait l'angioplastie au quotidien, mais aujourd'hui, je pense que l'on sait aussi que le POT améliore considérablement les résultats cliniques. Alors, il y a 2 interrogations aujourd'hui. Une soulevée par Gérard, c'est ballon compliant ou non compliant dans le POT. Je vous avoue qu'à partir du moment où l'on connaît le diamètre proximal en se basant sur la loi de Finet, on a le choix, grosso modo, de choisir son ballon pour atteindre le diamètre que l'on veut. Si le diamètre est fixe, pourquoi pas un ballon non compliant. Si le diamètre est un petit peu plus élevé que la taille du ballon que vous avez choisi, pourquoi pas un ballon semi-compliant pour atteindre, avec une pression d'inflation suffisante, le diamètre proximal. Mais on remarque que aussi dans le registre de Gwon, il n'y a aucune différence entre l'utilisation d'un ballon compliant ou non compliant sur les résultats cliniques à long terme. Un certain nombre de ces patients avec POT ou non POT ont eu des kissings avec des ballons non compliants ou compliants et sont inclus dans ce suivi à long terme des résultats cliniques. Donc il n'y a pas de différence significative sur l'utilisation d'un ballon compliant ou non compliant en termes de résultats cliniques. Le deuxième problème du POT, c'est où doit-on passer précisément le marqueur pour faire un POT. Ça, c'est vraiment un problème technique quotidien, mais vous voyez que tout dépend du ballon que vous utilisez. En fait, il faut savoir, et il faut demander au constructeur du ballon que vous utilisez, où se situe l'épaulement du ballon non compliant ou autre que vous utilisez. Vous voyez par exemple ici, j'ai mis en évidence 3 ballons qu'on utilise quotidiennement nous, dans notre CATLAB. Vous avez le Trek NC ou autre. L'épaulement du ballon se situe au milieu du marqueur distal de ce ballon. Si bien qu'il faut placer la carène au milieu du marqueur distal de ce ballon. Lorsque vous utilisez le Quantum, l'épaulement se situe à distance du marqueur distal, ce qui est complètement différent du Emerge, du même laboratoire, qui se situe juste en distalité du marqueur distal de ce ballon. Donc, à chaque fois, il faut adapter le positionnement de votre ballon en fonction de la situation de l'épaulement. Et l'épaulement, la rupture de diamètre donc, doit se situer au niveau de la partie distale de la carène lorsque vous faites une angiographie, avec si possible un zoom à ce niveau-là. En conclusion, le POT, aujourd'hui, 10 ans après, donc 10 ans après le premier banc, un peu plus de 10 ans après la communication de Gérard Finet qui a un peu soulevé le problème de la bifurcation et complètement changé les pratiques quotidiennes, le POT est une étape indispensable du provisional stenting. Il favorise la position proximale, il élargit la strut au niveau de la branche de bifurcation et de ce fait facilite le refranchissement avec un refranchissement distal de ce stent au niveau des branches de bifurcation. L'impact clinique semble aujourd'hui défini. On ne le savait pas auparavant, avec une diminution pour le moment du TLR. Ceci nécessitera une analyse plus précise par Gwon, qui publiera certainement son papier très prochainement.
Et enfin, il persiste un problème de positionnement du ballon au niveau de la bifurcation. Et chacun doit connaître le ballon, en fonction du ballon qu'il utilise, où se situe l'épaulement pour avoir un meilleur résultat. Parce que ce qui est indiscutable, c'est que lorsqu'on fait un pot trop distal, le risque, c'est de shifter la carène. Et là, le bénéfice du pot, à mon avis, est perdu. Si on fait un pot trop proximal, on n'élargit pas suffisamment la maille distale et le refranchissement de la maille distale avec le guide est un petit peu aléatoire. Ce qui est essentiel dans la bifurcation, c'est de refranchir la maille distale pour éviter de mettre un second stent parce que lorsqu'on refranchit la maille distale, on a un meilleur scaffolding de l'ostium de la side branch, ce qui évite un second stent et ce qui évite tout un tas de complications, notamment de MACE pour nos patients. Je vous remercie. Merci beaucoup, Olivier. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Olivier, juste tu nous montres qu'il n'y a pas d'effet, même s'il y a une petite tendance dans le registre COBIS entre ballons non compliants et compliants. C'est vrai que moi, tu nous avais appris de prendre plutôt des non compliants au départ. En pratique, a priori, il n'y a pas de grande différence. Ça dépend de la disproportion de calibre et tu utilises l'un ou l'autre de façon... Alors, Gérard prône pour le ballon semi-compliant. En pratique, je suis d'accord, mais à partir du moment où tu connais son discours et de dire, à juste titre d'ailleurs, lorsqu'on a prédilaté la lésion, qu'on a dilaté et qu'on a mis un stent, tu veux, le stent ne nécessite pas des pressions des pressions, plus de la pression nominale pour s'expandre et se voir expandre, je dirais. Lorsqu'on utilise un ballon semi-compliant, l'avantage, c'est qu'on peut jouer sur le diamètre, à mon avis. Et si on n'a pas choisi le bon diamètre, que le diamètre est supérieur au ballon que l'on doit prendre, pourquoi ne pas choisir un ballon semi-compliant ? Après, si on connaît le diamètre et qu'il fait 3,5, pourquoi pas prendre un ballon non compliant ? Je pense que ça, c'est, pour le pot notamment, c'est pas très important. Et est-ce que c'est pas un faux débat, vu que la plupart des non-compliants, enfin tous les non-compliants ne sont pas non-compliants, mais exactement, moins sont compliants, un petit peu compliants. Un peu moins compliants que des semi-compliants. Est-ce qu'on n'est pas en train de se laisser embringuer dans un débat marketing qui n'a pas d'intérêt ? Je suis d'accord avec toi. Tout ce qui a été dit est applicable pour le tronc commun. Est-ce que pour le pot du tronc commun, il faut faire la même chose ? Est-ce qu'il y a des... Oui. Alors le pot du tronc commun est un petit peu différent, je dirais, parce qu'il concerne un diamètre qui est supérieur. Et là, ce n'est pas tellement le pot qui est différent, parce que le pot, il doit être adapté au diamètre du segment proximal du tronc commun, qui est en général jamais inférieur à 4,5, je dirais, 4 ou 4,5, voire plus. Et là, ce qui est important dans le tronc commun, c'est le choix du stent, et notamment de l'expansion maximale du stent qu'on en choisit. Ça a donné lieu à un certain nombre de bancs, notamment par Nicolas Fouin, qui a publié plusieurs papiers sur l'essai des stents dans le tronc, notamment sur banc, en termes d'over-expansion maximale de chaque stent. Un stent de 3,5 ne peut pas s'expandre au-delà d'un certain diamètre en fonction du constructeur. Ça, c'est marqué, ça a été testé par Nicolas Fouin. Donc, je dirais que dans le tronc commun, le pot, c'est le même, sauf que le diamètre est supérieur et que le diamètre doit tenir compte de l'over-expansion maximale du stent que l'on choisit. Alors, merci beaucoup. On va